ce qui se passe? Il y a plusieurs dizaines de tués. C'est une horreur. Nous sommes tous ensemble. Die deutschen Freunde, wir fühlen uns ihnen so nah. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France. Liberté, égalité, fraternité. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous venons de vivre les attentats les plus meurtriers que la France ait jamais connus. À situation exceptionnelle, une émission exceptionnelle, en direct ce soir. Nous avons réuni nos forces avec toutes les équipes d'envoyés spéciaux et de compléments d'enquête. Nous avons travaillé ensemble pour vous proposer 3 heures de reportage, d'enquête, de documents et de décryptage pour témoigner de cette sombre semaine. Bonsoir. Pourquoi et comment la France a-t-elle été frappée? Vous verrez ce soir un grand document. Il est tourné en France, mais aussi dans le Golfe Persique et dans le Kurdistan, là où la France est en guerre. Un document aussi. Peut-on aujourd'hui rejoindre les rangs du groupe État islamique? La réponse est oui. Et enfin, vous verrez les visages et vous entendrez cette génération Bataclan. Ils ont entre 15 et 25 ans. Nicolas, on vous retrouve. Vous êtes dans un café de l'Est parisien, place de la Bastille. Bonsoir Françoise et Guylaine, bonsoir à tous. Pour cette émission commune, les reporters de Complément ont surtout enquêté sur les terroristes, sur la filière belge, sur la ville de Molenbeek, d'où venaient les membres du commando qui ont attaqué Paris, y compris leur chef présumé, Abdelhamid Abaoud, qui est mort lors de l'assaut du raid hier à Saint-Denis. Romain Boutilly s'était déjà rendu à Molenbeek avant les attentats. Il y est retourné cette semaine et il a rencontré des proches du terroriste. On va voir son reportage tout à l'heure. Nous avons aussi enquêté sur la stratégie de Daesh, la stratégie du chaos, ou comment l'organisation cherche à semer la mort, bien sûr, mais aussi la peur. Comment ils ont théorisé depuis longtemps leur façon de semer la terreur chez nous. Et puis on vous rappellera que ce n'est pas la première fois que la France est victime d'une vague d'attentats. Il y en avait eu 15 en 1986, 9 en 1995. Qui était derrière? Aujourd'hui, on le sait. Pour parler de tout ça, nous sommes venus dans un lieu symbolique, une terrasse de café dans l'Est parisien, très près des lieux des attentats. Nous sommes sur la terrasse du café Bastille parce que la vie continue dans les cafés parisiens. Dans les fauteuils rouges, tout à l'heure, nous allons recevoir un ancien du RAID, un ancien grand flic spécialiste de l'antiterroriste et un ancien des services secrets français. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Nicolas. 129 morts, plus de 300 blessés en moins de 2 heures ce vendredi 13 novembre. Paris et la France ont changé de visage. Des scènes de guerre ont fait irruption dans notre quotidien, celui d'un pays jusqu'alors en paix. C'est cette semaine que nous allons vous raconter. Au cœur de la cellule de crise de la mairie de Paris, dans les théâtres, les bistrots, aux terrasses des cafés, mais aussi avec les blessés et les témoins de ces attentats. Nous serons aussi à plus de 4000 km de la capitale, dans le Golfe Persique, où la France a décidé de répliquer et répondre par les armes. C'est le premier document de la soirée. Il est signé de toutes les équipes de la rédaction d'Envoyé spécial, avec un commentaire de Nicolas Bertrand, Anouk Burel et Élise de Guével. Attention, certaines images sont difficiles. L'Irak, la Syrie, ces deux pays, ils les survolent quotidiennement. À plusieurs milliers de mètres d'altitude, les pilotes français enchaînent les missions au-dessus des territoires du groupe État islamique. Ces images aériennes, ce ne sont pas les nôtres. Elles nous ont été données par l'armée. Le message est clair, la France est en guerre, la France fait la guerre. Mais plus rare, nous sommes autorisés 4 jours après les attentats de Paris à filmer sur cette base aérienne. Nous sommes quelque part dans le Golfe Persique. À leur retour de mission, plusieurs bombes manquent sous les ailes de ces Rafales. L'armement vient d'être largué sur des cibles. Depuis le 13 novembre, les frappes se sont intensifiées. Plusieurs raids dans la même journée, à chaque fois, une dizaine d'avions en même temps. Nous n'avons pas le droit de montrer les visages de ces militaires. Ça pique encore. Tout petit peu. Ouais, c'est bon, monte. On passe? Ouais, vas-y, monte. Chaque appareil est immédiatement rechargé. Chacun de ces missiles vaut plus de 100 000 €. La guerre a un coût. Et ces bombes, dit-on, ont une précision au mètre près. Mais depuis les attentats, ces hommes les regardent différemment, avec une sorte de colère contrôlée. Suite aux attentats, moi, ça m'a rendu encore plus déterminé. Plus déterminé. Maintenant, au niveau de la mission en elle-même, elle ne change pas. Ça fait 1 an qu'on effectue cette mission, Chamal. Et
n'y a pas de différence, je veux dire. Par contre, je pense que c'est le cas de tout le monde. Dans nos têtes, effectivement, on est beaucoup plus déterminés. Suite aux attentats, effectivement. Dans les couloirs de la base, 5 pilotes de Rafale rentrent d'une mission de plus de 7 heures. Visiblement exténués. Ils sont ici le bras armé de la France contre le groupe État islamique. Ce jour-là, pour le lieutenant-colonel qui dirige l'opération dans les airs, la mission est accomplie. Les objectifs ont été détruits. C'est pour ça que je félicitais les pilotes qui ont réussi une mission complexe. On a reçu des objectifs à traiter en Syrie, donc 2 objectifs principaux, majeurs, qui étaient un camp d'entraînement de Daesh et un centre de commandement, toujours de Daesh. La réplique immédiate après les attaques de Paris. Mais pour les hommes qui la mettent en œuvre, il faut contrôler ses émotions. Les victimes des attentats à Paris, tout le monde y pense. On y pense le matin quand on se douche, le soir quand on se couche, on y pense quand on vole. Pour autant, il y a des moments où le but c'est de rester concentré sur ce qu'on a à faire et de penser à ce qu'on a à penser. Et croyez-moi, il y a déjà beaucoup de choses à prendre en compte dans un avion de chasse qui vole à 1000 km/h. Voilà. Mais évidemment qu'on y pense. Quelques heures après, les Rafales redécollent. Attaquée sur son sol, la France a décidé de riposter par les armes. Depuis le début des opérations contre le groupe État islamique, 300 frappes ont été réalisées. Impossible d'en vérifier le bilan. Avec quelles conséquences et pour quels résultats? Quelle guerre mène exactement la France? Et avec quels moyens? À Paris, hier après-midi, c'était l'ouverture du traditionnel marché de Noël des Champs-Élysées. Anne Hidalgo a tenu à s'y montrer. C'est la maire de Paris, Madame Hidalgo. Entre sourire et boutade, elle vient faire passer un seul message. Paris revit, presque comme si de rien n'était. Il faut aussi montrer que la vie reprend, que des lieux sont sécurisés, que bien sûr il y a une menace d'attentat, qu'on a vécu le pire vendredi dernier, mais qu'on est là et que d'abord on n'a pas peur et qu'on continue à vivre. Et voilà le vrai Aligo, voilà, le verdier là, le verdier là. Derrière les chalets, il y a pourtant des hommes lourdement armés. Et les événements de vendredi soir sont dans tous les esprits. C'est pas juste. Il y a des gens qui aiment la vie, il y a des gens qui veulent vivre. Et zut, il y a cette tristesse dans le monde. Ouais, je parle avec la gorge serrée parce que c'est pas juste. Pourtant, l'histoire se répète. Hier encore, la ville de Saint-Denis, voisine de Paris, a vécu à son tour une scène de guerre. Ce sont les mêmes images, ce sont... voilà, là c'était la traque des terroristes. C'était fort heureusement pas de nouvelles victimes innocentes. Mais bien sûr que c'est la même histoire. Ici aussi, des coups de feu ont fait effraction dans la nuit. Les mêmes images des policiers du raid qui donnent l'assaut. Une même population traumatisée pendant des heures. Et la même sidération que quelques jours auparavant à Paris. Depuis l'aube, une armée de médecins psychologues se relaie. Quel type de souffrance vous avez dû traiter ici tout au long de la journée? Des patients, des personnes qui ont été exposées à une expérience effrayante avec des vécus de mort imminente, donc des expériences potentiellement traumatiques. Des situations de mort imminente? Des vécus, l'impression qu'ils allaient mourir, avec des échanges de tirs extrêmement fournis. Donc des vécus comme ça extrêmement menaçants. C'est la première fois qu'il sort dans la rue depuis les attentats. Daniel Pseny est l'un des témoins du drame. Vendredi soir, il a été grièvement blessé au bras près du Bataclan. Depuis, il était hospitalisé. Comment vous vous sentez? Ça va. D'être dehors, c'est déjà beaucoup.
Est-ce que vous avez mal encore Non, pas plus que... Bon, voilà, maintenant c'est une convalescence, mais le plus dur est fait et la douleur s'estompe petit à petit, quoi. Inch'Allah. Allez, on y va. À peine sorti de l'hôpital, ce journaliste du Monde est rattrapé par l'actualité. L'assaut vient tout juste de se terminer à Saint-Denis. Totalement bouclé. Cette opération a été lancée à 4h30 cette nuit. Les habitants du quartier ont été réveillés par des tirs, des explosions. T'as entendu ça ce matin à l'hôpital? J'ai entendu ça et vu ça, oui. Et donc, voilà, c'est la guerre. Vendredi dernier, par hasard, il se trouvait au plus près de la tuerie du Bataclan. Il était dans un appartement juste à côté, dans cette impasse. Bon, moi, ce que j'ai filmé, c'est d'un immeuble, là, en diagonale, sur les deux portes du Bataclan, où tout le monde sortait ici, partait à toute vitesse de ce côté-là, ou du côté du boulevard Voltaire, et donc s'échappait, quoi. Sa vidéo a fait le tour du monde en quelques jours à peine. Elle est très difficile à regarder. Il assiste à une scène d'une violence inouïe. Qu'est-ce qui se passe? Donc moi je demande qu'est-ce qui se passe, j'essaie de savoir, les gens sortent, et on entend les coups là. Qu'est-ce qui se passe? Mon interrogation, est-ce que c'est un règlement de compte intérieur, avec un seul tireur par exemple, qui tire à l'aveugle, ou s'il y a vraiment un truc beaucoup plus grave? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends que, voilà, vu le nombre de gens qui sortent, le nombre de personnes à terre, la panique, la peur, le sang, quelqu'un qui tire, bon, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est très blessé, on ne sait pas. Là, je vois des images terribles. Moi, je suis pas baroudeur, je suis pas reporter de guerre, mais bon, voilà, on est dans une situation de guerre, là, complète. Là, on vous dit. Là, on vous dit, on nous tire dessus. Voilà. Il y a quelqu'un qui vient de dire qu'il faut appeler les flics. Et les flics sont appelés, ça c'est sûr. Ce qu'il y a, c'est que, paradoxalement, au-delà des images, le son est terrible. C'est-à-dire les cris, les plaintes, les coups de feu. Il y a quelque chose au niveau du son qui est absolument incroyable. Là, il y a des gens qui meurent au fil des coups de feu. Hein. Voilà, je ne sais pas s'il y a 2-3 tireurs, c'est simplement... ça tire, quoi, et que les gens tombent. Il y a une tuerie, là. Soudain, les portes semblent s'ouvrir, et c'est une marée humaine qui déferle de la salle sous les tirs. Daniel Pseni a filmé pour pouvoir témoigner. Lorsqu'il se pensait en sécurité, plus tard, avec un autre homme, il est allé porter secours à un Américain blessé dans la rue. Je m'aventure comme ça pour voir ce qui se passe, j'aperçois les corps, et à droite, un tout petit peu plus loin sur le même trottoir, je vois un homme en rouge, la face contre terre, et on le fait rentrer dans le hall pour le mettre à l'abri. Donc il est vivant, il parle, et donc il y a un tir qu'on n'entend pas, mais c'est surtout la douleur tout d'un coup, et le sang qui jaillit, et là je sens qu'on m'a tiré dessus, quoi. Les hommes ne peuvent pas être évacués par les secours car la rue est trop exposée au danger. Les pompiers ne peuvent pas venir les chercher. Donc moi, ma seule préoccupation pendant les heures qui tournent, c'est de se dire, voilà, on va se vider de notre sang, parce que c'est ce qui se passe, et on va nous oublier, parce que dans le chaos, dans tout le tumulte, et dans tous les morts et autres en bas, personne ne va penser qu'on est en étage. Ils ont été secourus 3 heures plus tard. Ce soir-là, le téléphone avec lequel il a filmé ce témoignage lui a aussi sauvé la vie, parce qu'il a appelé à l'aide un ami. Depuis les attentats, il revient ici tous les jours, capter des visages, des émotions, les instants d'après. Patrick Zachman est photographe pour l'agence Magnum.
Vendredi dernier, il était là, place de la République à Paris, lorsque les premiers tirs ont retenti. Vendredi dernier, je terminais un dîner et j'ai entendu des sirènes de police. Là, il y en avait quand même de plus en plus. Et il y avait aussi des pompiers. J'ai tout de suite pensé en fait à un acte de terrorisme ou quelque chose de très grave. Il est parti par réflexe, dit-il, en suivant une voiture de police, sans savoir vraiment où cela le mènerait. Juste devant le Bataclan. Protégé par une voiture, il commence à filmer. Là, ça tire, le Kalachnikov, donc l'assaillant est dans la petite rue, on ne le voit pas. Il est 22h09. Les policiers d'élite ne sont pas encore arrivés. Ce sont leurs collègues qui essuient les premiers tirs. On sent qu'on est en plein dans l'action, qu'il y a une espèce de confusion quand même. Et que même ces policiers peut-être ont peur, ce que je trouverais naturel, parce que c'est une situation presque de guerre. C'est pas comme à l'époque, quoi, un peu un braquage ou des flingues. C'est de la Kalachnikov, quoi. Ils arrosent. Vous avez trouvé courageux? Bah oui, moi je les trouve courageux. Même, surtout parce que j'avais l'impression qu'ils étaient un peu pris au dépourvu. C'est ça, moi, qui m'a touché finalement, que je trouve fort dans cette séquence. C'est les types qui avancent, qui reculent, qui partent en courant quasiment parce qu'ils ont peur. J'avais conscience quoi, de quelque chose qui se passait qui était très important et que j'étais le seul témoin. Quoi. Je me disais j'avais une responsabilité, il fallait pas que je rate. Quoi. Ils ne sont pas nombreux ceux qui, comme lui, ont pris le risque d'aller filmer au plus près des attentats. Pour d'autres témoins, c'est tout le contraire. Ces images sont entrées par effraction dans leur vie. Ahmed est chauffeur de VTC. Sa voiture est équipée d'une caméra embarquée. Dès qu'il met le contact, elle enregistre tout ce qui se trouve sur sa route. Vendredi dernier, à 21h30, le jeune homme commence sa soirée lorsqu'un client l'appelle sur son portable. J'arrive à cet endroit exactement, j'étais à rue de Bagnolet. Je reçois une course, une commande plutôt. C'était à 107 rue de Charin. Il s'arrête à 100 mètres du bistrot La Belle Équipe. Le client monte dans sa voiture, une course ordinaire, un vendredi soir à Paris. Vous savez, j'ai engagé une discussion normale. Bonsoir, vous allez bien, ça va. 5 secondes après, on entend des coups de feu. Ça tire, je crois. Ça tire, ouais, ça tire. Hein. Enfin, peut-être pas être bien. Ça tire. Ça tire, gros. Ça tire, recule. Depuis sa voiture, on aperçoit les flashs de la fusillade, des points blancs près du café. Recule. Ouais, je les vois, ils sont recule, gros. Pas prendre une balle perdue, gros. Je les vois, ils sont devant. Qu'est-ce qui tire? C'est un attentat, tu crois? Il exécutait les gens un par un. C'est comme il assurait qu'ils sont morts. Ouais. Putain, ça tire sec. Au loin, on aperçoit les phares d'une voiture garée juste devant le bistrot. Ah, je suis en stress. Quelques secondes après les tirs, elle quitte calmement les lieux. Ahmed pense reconnaître la voiture des terroristes. Ouais, ils sont là dans cette voiture. Tu crois? Ouais. Ahmed et son passager se dirigent alors vers la terrasse de La Belle Équipe. On les a filmés ici. Ils arrivent avant les secours. Putain, ils ont tiré sur quoi? Ah, ils ont tiré sur 2 mecs là. Et ce qu'ils voient à ce moment-là ne peut pas être montré. Vas-y, gros, c'est chaud. Oh là là.
Vous y repensez, tout ce que vous avez vu? Tous les soirs avant de me coucher, je vois les mêmes images. Les gens qui crient, les cadavres par terre. C'était l'image, c'est l'image quotidienne maintenant. Je vois ça tous les jours et j'arrive pas à dormir. Depuis ce jour-là, Ahmed n'a pas pu reprendre son travail. Hanté par ces images qu'il n'aurait jamais voulu voir, mais qu'il a filmées. Comment comprendre l'incompréhensible? C'est une question à laquelle réfléchit le philosophe Raphaël Enthoven aujourd'hui. Chaque jour, vers 6 h du matin, il se rend à Europe 1. Il y tient une chronique. Il faut bien vivre et rester debout. Comment dompter nos angoisses, nos peurs? Posez-nous vos Un éclairage sur l'actualité à travers une réflexion philosophique. Aujourd'hui, bien entendu, son texte porte sur les attentats, mais désormais, c'est à un pays traumatisé qu'il va s'adresser. Il y a une forme d'appréhension parce que vous êtes attendu au tournant quand vous écrivez des choses comme ça, quand vous parlez de ça. Devant une telle gravité, on vous attend au tournant, mais en vérité, le travail est resté le même. C'est-à-dire, en 2 minutes 30, vous n'avez le temps que d'une idée. Et l'enjeu a été de trouver l'idée. Une fois que je l'avais, ça allait. Son idée ce matin, c'est de démontrer par un raisonnement philosophique comment le terrorisme religieux serait en fait à l'opposé de Dieu. Morning, Alex. C'est ambitieux, exigeant. Et pour son voisin de bureau, Alex Taylor, le journaliste britannique, un philosophe à la radio, c'est une parfaite illustration de ce que représente la France aux yeux du monde. C'est intéressant que dans cette radio, on a un philosophe, Raphaël Enthoven. C'est quelque chose d'inimaginable dans les radios britanniques, d'avoir un philosophe tous les jours. Et c'est ça que représente la France. C'est la France des idées. Et comme a dit un journal danois en une ce matin avec la Tour Eiffel, la seule façon de combattre le terrorisme, c'est la liberté. La liberté de penser, de se distancier de ce drame collectif pour tenter de le comprendre. J'essaie de faire passer un peu de philosophie et d'injecter du temps long dans la brièveté de l'immédiat. J'ai tendance à penser que les médias sont hantés par l'immédiat et donc essayer autant que possible d'introduire de la médiation, un peu de distance à l'intérieur même de la restitution des informations. Bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, Raphaël, Pendant 2 minutes 30, le philosophe va décortiquer le message de revendication des attentats du 13 novembre dernier. Vous l'avez lu et relu attentivement, ce communiqué. Oui Thomas, il faut faire l'effort, si désagréable soit-il, de lire le communiqué de Daesh. C'est avancer vers leur ennemi. Les djihadistes, comme chaque fois, y prétendent avoir frappé au nom de Dieu. Et il y a là une contradiction fondamentale, selon le professeur de philosophie. Celui qui massacre au nom de Dieu n'agit pas au nom de Dieu, mais à sa place. Se substitue. Exactement. Avant d'être des intégristes, les soldats de Daesh sont des orgueilleux, dont les imprécations en elles-mêmes sont contradictoires, puisqu'ils célèbrent Dieu tout en se prenant pour lui. Et alors, quelle est la morale de l'info, Raphaël? La morale de l'info, c'est que l'État islamique, c'est la mort de Dieu. Dès le lendemain des attentats, l'état d'urgence a été décrété en France. À l'hôtel de ville de Paris, une cellule de crise est convoquée chaque jour depuis samedi dernier. Éviter les attroupements sur l'espace public. Il faut toujours en informer la préfecture de police. Voilà. Comment sécuriser les écoles, les activités sportives, les bibliothèques? Faut-il fouiller les sacs à l'entrée? Des questions qui se sont déjà posées après les attentats de janvier. Ça n'est pas dans la fiche de poste des agents, qui sont des agents d'accueil, de faire venir des sacs. Et ils me disaient tous, si quelqu'un arrive avec une Kalachnikov, ça sert à rien. Je pense qu'il faut qu'on définisse, c'est vrai pour les équipements culturels, mais c'est vrai pour les autres équipements, la possibilité d'avoir un contact direct au commissariat, un référent qui soit désigné et qui permette de rassurer un peu les agents qui auront un numéro à appeler par arrondissement. Soudain, le directeur de cabinet quitte la réunion pour appeler Anne Hidalgo. Oui Anne, j'ai eu donc la liste des blessés. Donc en fait, il y a 3 blessés
Au niveau des agents de la ville, il y a 2 agents qui ont perdu un enfant. La liste des victimes ne cesse de s'allonger ces derniers jours. Et la ville de Paris est à la limite de ses capacités. Sur la pelouse de rue. La mesure qu'on a prise, on est sur les affaires funéraires, on va avoir, à partir du milieu de la semaine, toute une série de demandes de places et d'inhumation dans les cimetières parisiens. La logique, évidemment, c'est de pouvoir dédier un point d'entrée privilégié pour toutes ces familles et faire en sorte qu'effectivement, au drame absolu ne s'ajoutent pas des complications administratives. Il faut qu'on puisse se dépasser, c'est-à-dire aller au-delà de nos compétences légales et au-delà de ce que l'on pense être les fonctions qui étaient les nôtres. Il faut qu'on invente, qu'on imagine tout cela dans un professionnalisme avec de la cohérence, puisqu'on doit cela à tous les Parisiens. Voilà, merci. Ce jour-là, Anne Hidalgo réserve l'une de ses premières visites officielles aux sapeurs-pompiers de Paris. Vendredi dernier, plus de 400 d'entre eux sont intervenus dans des conditions très difficiles dans les rues de la capitale. Les pompiers de cette caserne, par exemple. Ils étaient en intervention dans le 11e arrondissement de Paris au moment où les terroristes ont ouvert le feu. Là, vous avez l'équipage du PSAV qui a été pris à partie dans le rue Bichat, rue Jacques Louvel-Tessier, avec le chef d'agré qui a été le commissionnaire. Des hommes qui ont donné l'alerte en premier, alors qu'ils étaient eux-mêmes pris pour cible. Il y a encore des impacts de balles sur le camion. L'équipage se situait dans le... L'attaque oui, ils étaient sur un autre secours à victimes. Voilà, ils traitaient une personne blessée. Malaise, voilà, tout à fait. Blessée, ouais. Tout à fait. Donc ils étaient directement sur les lieux au moment de l'attaque. le chef d'agré, là. Mais l'un des leurs manque à l'appel. Et pour le chef Guichard ? Il a été blessé par balle. Il est encore à l'hôpital et risque de lourdes séquelles. Le temps va passer pour... C'est les preuves qu'on... Très unis. De toute façon, ils ont traversé. Bien sûr. Une fois de plus, vous avez été exemplaire partout où vous étiez. Exemplaire. Mais ces hommes étaient-ils suffisamment préparés pour se retrouver ainsi projetés sur des scènes de guerre ? Nous soyons dans une... Disposaient-ils du matériel nécessaire ? La vie. Les Parisiens vous sont vraiment extrêmement reconnaissants et c'est ce témoignage que je voulais vous apporter. Nous aurions souhaité entendre le point de vue de ces hommes. Nous n'avons pas été autorisés à les interviewer. À l'état-major des sapeurs-pompiers de Paris, c'est le médecin-chef qui est chargé de nous répondre. On a bien travaillé. Ouais, super. Notre seule satisfaction au milieu des morts. Ouais. Vendredi soir, il a coordonné les premiers secours au Bataclan. Je suis parfaitement conscient que le temps a dû paraître extrêmement long pour les victimes. Mais elles doivent comprendre qu'on a été obligé de commencer la médicalisation pour sauver des vies dans une zone qui n'était pas encore sécurisée. Du reste, on a installé les patients dans des courettes dont on était obligé de fermer les portes d'accès périodiquement car il y avait des tirs, parce qu'il y avait menace sur les toits de terroristes qui circulaient. Jamais les pompiers de Paris n'avaient été confrontés à une telle situation. Ce que j'ai trouvé dans la nuit de vendredi à samedi, c'est de la médecine de guerre, c'est de la médecine de combat, ce qui fait que localement, il a été nécessaire d'utiliser des garrots de fortune. Et pour ça, les ceintures des pompiers sont extrêmement efficaces. Pour ma part, j'ai utilisé 3 ceintures le soir des attaques pour arrêter des hémorragies des membres, soit au niveau de la jambe, soit au niveau des bras. Et nombre des pompiers qui sont intervenus n'avaient plus de ceinture à la fin des interventions. Désormais, les pompiers seront équipés avec le même matériel médical que les militaires. Que tous les combattants. Ces garrots, par exemple. Car ils sont confrontés aux mêmes blessures de guerre. En attendant, vendredi dernier, les secours ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont demandé de l'aide aux voisins, aux habitants du quartier. La cour de Gabriel et Natalia a servi d'hôpital de fortune pendant l'attentat du Bataclan. Ah bah, il y avait des blessés à même le sol, partout. Partout, il y avait des blessés. Ça a été jusqu'au trottoir là-bas au bout et ici à l'intérieur. C'était un hôpital à ciel ouvert. Hôpital de fortune. Voilà, pour des plaies ouvertes et des blessures par balle,
Il y en a qui perdent des connaissances, il y en a qui se sont vidés de leur sang. Alors, j'ai filmé un peu. Sur ces images, on ne voit pas d'ambulance. Le SAMU a dû attendre l'assaut final pour pouvoir accéder à la rue. Voilà, c'est l'entrée de la cour. Ça, c'est l'entrée de notre cour. C'est les premiers secours qui sont arrivés. Les voisins et les pompiers ont dû se débrouiller seuls pendant 2 heures avec les moyens du bord. Ça, c'est un blessé par balle qui est en train d'avoir le premier soin par les pompiers. Moi, j'essayais d'aider, c'est-à-dire à tenir les gens le temps qu'ils puissent intervenir et faire leurs opérations, vu qu'ils tremblaient énormément et ils s'agitaient. Donc, voilà, ils criaient énormément. Donc, on devait les maintenir au sol pour pas qu'ils bougent et que ce soit plus dangereux pour eux. Maintenir les compresses sur les blessures. Voilà. Il est minuit passé. Les hommes du raid donnent l'assaut sur le Bataclan. Les terroristes y sont retranchés depuis plus de 2 heures avec des centaines Leur fille aînée, de personnes. Laetitia, elle aussi est venue les aider dans la cour. Elle a 17 ans. Des tirs nourris, puis des explosions successives. C'était pas trop impressionnant? Non, ça va, parce qu'en fait, la seule chose qu'on a pensé, c'était vraiment de les aider. Et de faire le maximum, de ramener des serviettes mouillées, de l'eau, de les consoler, de leur faire des câlins, de leur demander si tout allait bien. Sur le moment, en fait, on n'a pas réagi. J'ai pas pleuré, que mon seule envie, c'était d'aider les gens, en fait. Image d'une famille ordinaire qui a été plongée dans une scène de guerre en plein Paris. 24 heures après les attentats, ils sont épuisés. Ils n'ont quasiment pas dormi. La nuit a été très courte. J'ai le temps de pouvoir tout nettoyer afin que les résidents, vu qu'il y a des enfants qui habitent ici, on ne voulait pas qu'ils voient des seringues partout, des morceaux de chair. Il y avait du sang sur les murs. Donc finalement, très peu reposé. Et puis maintenant, oui, c'est les images qui honte. Je pense que le plus dur, ça va être maintenant les prochains jours. Dans ce quartier, tous les voisins ont vu, entendu, vécu les attentats. Un quartier qui a été bouclé pendant 3 jours par des barrages de police et par l'armée. Chacun est resté chez soi, avec des images qui ne s'effacent pas. Vendredi soir, Gilles était descendu boire une bière au café d'en bas. Il s'est retrouvé piégé. Une de mes filles, Diane, était très inquiète et j'ai jamais eu autant de je t'aime sur l'iPhone que vendredi soir. Depuis le café dans lequel il était retranché, Gilles a pu filmer le désarroi des blessés. Sur cette vidéo, on voit les rescapés qui sortent les mains sur la tête après l'assaut final. Beaucoup ont les mains en l'air, vont être fouillés. Le lendemain matin, il a aussi filmé ce que personne n'a vu. Le transport des 89 corps devant la salle de concert. Le lendemain, c'est les petits matins blêmes, plus personne dans la rue, un périmètre complètement sécurisé et le balai infini des ambulances venant chercher les cadavres un par un, sortis du Bataclan dans leurs linceuls. La sortie de ces linceuls les uns après les autres, c'est quand même une image extrêmement dure et poignante. Des images qui font écho soudain à la violence d'autres pays, d'autres conflits. À plus de 4000 km de Paris, voici la base navale qui héberge l'état-major des forces françaises dans le Golfe. Ici, les militaires traquent le groupe État islamique sur des images satellites. Exceptionnellement, notre caméra est autorisée à filmer leur travail, une fois encore pour délivrer un message. L'amiral Antoine Bosso commande 900 militaires positionnés dans la région.
Chaque matin, Monsieur, bonjour, asseyez-vous. Rapport sur les opérations de la nuit. Amiral, briefing du 17 novembre 2015. On commence par la situation en Irak et en Syrie. Tout d'abord, amiral, à Sinjar, les Peshmerga et les Yézidis ont lancé leur attaque avec l'appui aérien de la coalition donc le 12 novembre. Ce matin, à 8h, Daesh avait reculé de 30 km au sud et la ville de Sinjar est sous contrôle des Peshmerga et des Yézidis. Depuis le 13 novembre, un mot revient régulièrement dans les briefings. Ok, très bien. Donc, conformément aux consignes qui sont données, on continue l'intensification des frappes. Plus de frappes aériennes, mais aussi l'arrivée du porte-avions français Charles de Gaulle dans quelques jours. Pour le commandant des opérations, il faut afficher la détermination de la France. La question, c'est pas la France peut gagner la guerre. La France va la gagner. La France, avec la coalition, elle va la gagner. Et le Daesh, en tant qu'organisation, souffre. Et Daesh est sur le reculoir partout. Et ce qui explique que nous soyons effectivement la cible. Une cible pour des attentats, par exemple. Selon les services de renseignement, la France serait devenue l'ennemi numéro 1 du groupe État islamique. Les Français, eux, viennent de le découvrir. Je pense que le peuple français vient de peut-être se rendre compte que oui, la France était engagée dans une lutte terrible contre un ennemi qui nous veut du mal. Une guerre. Une guerre. Une guerre que la France mène en fait sur plusieurs fronts. La Jordanie, ce petit pays enclavé entre l'Irak et la Syrie, est devenu un allié stratégique. 6 Mirage 2000 français sont stationnés dans le royaume, mais ici la guerre a un autre visage, celui de la diplomatie. Devant l'ambassade, le drapeau est en berne. Le nouvel ambassadeur, le plus jeune de France, enchaîne les réunions. Il a pris son poste il y a seulement 3 semaines. Vous partez au moment pour moi. Ah, y compris avec le Premier ministre. Mais oui, c'est pour ça. D'accord. À 37 ans, David Bertolotti se retrouve lui aussi au front. Il doit jouer un rôle de coordinateur. Vous voyez par exemple, ça c'est l'information que me donne mon attaché de défense. Voilà, ça c'est son petit mot du jour sur la situation. Et qu'est-ce qu'il dit ? Ça décrit, c'est très factuel. Hein. Vous savez, les choses militaires, c'est très factuel. Ça fait un résumé des opérations. Voilà. On peut lire ? Non, parce que c'est confidentiel défense, spécial France, comme c'est marqué dessus. Depuis les attentats à Paris vendredi dernier, ce proche du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, interprète un rôle de l'ombre. Entretien tête à tête, il cherche à obtenir le maximum de soutien pour les opérations militaires. Je suis ambassadeur, je ne suis pas général. Mon travail, c'est l'action politique, diplomatique de la France ici. C'est expliquer donc notre action militaire. Et d'après les premiers échanges qu'il a pu avoir, l'intensification des frappes aériennes est plutôt bien perçue. Je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire pour expliquer notre réaction aux attentats. Ce matin, David Bertolotti attend une visite importante. Celle du prince Faisal, le frère du roi. Il est aussi le numéro 2 de l'état-major jordanien. Altesse, Your Highness. Toutes mes condoléances au peuple parisien. C'est cet homme qui a décidé de lancer son pays, arabe et musulman, dans la coalition occidentale anti-groupe État islamique. Les pilotes du prince Faisal volent désormais aux côtés des Français. Une première. Il s'agit d'un combat global. Les gens parlent même de la Troisième Guerre mondiale. Je pense que les Jordaniens et leurs camarades français peuvent se soutenir, main dans la main. C'est cette lutte contre l'extrémisme qui va définir notre siècle. Le reste des conversations se fera à huis clos. En Jordanie, les services secrets affirment démanteler plusieurs projets d'attentats toutes les semaines. Depuis les attaques de Paris, les mesures de protection devant l'école française ont encore été multipliées.
C'est ici que sont scolarisés les enfants de l'ambassadeur et de nombreux expatriés. Plusieurs gendarmes, lourdement armés, surveillent désormais l'arrivée des élèves. La situation géographique du pays n'explique pas tout. Les Français seraient plus que jamais devenus des cibles. Ici, quand même, on est à moins de 100 km de Daesh. Oui, mais en France, on est à plusieurs milliers de kilomètres de Daesh et nous sommes frappés aussi sur le territoire national. Donc la distance n'est pas tellement le sujet. Je crois que le sujet, c'est plus ce que nous représentons, les valeurs que nous représentons. La France est en guerre, donc c'est sûr que ça fait peser une responsabilité supplémentaire sur nous. Et c'est vrai que les gens qui nous en veulent, eux, sont avant tout dans cette logique de guerre contre nous. Il est 5 heures. Paris s'éveille, encore en larmes. À 2 rues des attaques, la vie doit pourtant reprendre ses droits. Ça va, chef? Ça va. Ça va, si on peut dire si ça va. Hein. Ces commerçants se remettent au travail ce matin. Pendant 3 jours, tous les marchés ont été interdits à Paris. C'est la reprise aujourd'hui. On espère que ça va bien se passer. Il ne faut pas qu'on s'arrête de vivre, sinon c'est leur donner victoire. Donc c'est pas le but. C'est pas le but. Donc voilà. Bougema aussi veut continuer à vivre. Il tient à ouvrir son café dès l'aube pour accueillir les lève-tôt du quartier. Comme il le fait depuis 10 ans. Son bar se situe à moins de 100 mètres du Bataclan. Si on reste fermé, je pense que les gens ils vont avoir encore plus peur. C'est les petits commerçants, ils baissent leur rideau, je pense. Le troquet de Bougema est resté fermé 2 jours après les attentats. Ce mardi matin, les habitués poussent à nouveau la porte. Ouais, merci, ouais. Ouais, c'est dur, mais voilà, on est là. Derrière les sourires des uns, l'angoisse des autres. Ils savent que les cafés sont visés, maintenant c'est le peuple, les gens, voilà. On est tous les deux à prendre un café, voilà. C'est un symbole, le café. Ah. J'espère que c'est fini, surtout. On espère. Vendredi dernier, il y avait du monde en terrasse. La soirée était belle. Parler pour sans consulter un médecin, quoi. Là, je réalise maintenant, quoi. C'est la voiture, en fait, qui a fusillé Bataclan. T'imagines, il est passé par cette rue-là, avec les 40 personnes que j'avais à l'extérieur. C'était vraiment coup de chance. Hop. À 22h, Bougema reçoit un coup de fil d'un voisin. Il apprend qu'une fusillade est en cours dans la salle de concert. Christian s'annonce. Il ferme alors le rideau et tente de préserver ses clients. Voilà. Les gens, ils sont là, ils sont à discuter, à parler. Et à l'intérieur, mes clients, ils n'entendent rien. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai mis de la musique pour ne pas rentrer dans le... pour laisser ambiance bar, donc tout le monde rigole. Et vos clients ne se doutent pas de ce qui est en train de se passer? Ils sont au courant qu'il y a une fusillade, mais ils ne se doutent pas quand. Pour eux, non, il y a juste une fusillade. Bon, il n'y a pas cette panique, quoi. Ils n'ont rien vu. Et c'est pour ça que tout le monde m'a remercié. En fait, ils sont partis, ils sont quand même le... Ils n'ont pas vécu vraiment la panique, quoi. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que la musique pour se défendre. Yeah, no. But you are crazy also. Okay. Ready? Okay. 1, 2, 3. Ce matin, le trompettiste Ibrahim Malouf enregistre à la radio un morceau d'Oum Kalsoum, une grande chanteuse du monde arabe. Nous sommes après les attentats. Pour ce musicien né sous les bombes de Beyrouth, ce drame revêt des airs de tristes habitudes. Passé le choc, Ibrahim Malouf a dû revoir sa façon d'envisager son art. C'est OK? Session live. Okay. RFI.
Moi, je ne fais pas de la musique pour défendre forcément la liberté. Je ne fais pas de la musique pour défendre la diversité ou la mixité ou les différences. Je ne fais pas de musique pour défendre l'intégration des cultures dans d'autres cultures. Je ne fais pas de la musique pour ça. Je fais de la musique parce que ça me fait du bien et parce que je passe de bons moments avec des gens. Mais quand il y a des événements comme ça qui se passent, alors on est responsable. Et d'un seul coup, tout ce que je viens de vous citer, ça devient une mission malgré moi. Et j'essaie de la porter à ma mesure, autant que possible, quoi. Il a décidé de partager une vidéo qui lui a fait du bien. Il y a quelques mois, avec son téléphone dans les rues de New York, il avait posé cette même question à tous les passants. Quelle est pour vous la chose la plus importante au monde ? Tous les gens passaient à côté de moi, je leur posais la question et tous m'ont souri, tous m'ont dit des mots incroyables. 150 réponses, 43 nationalités, toutes les religions, mais les mêmes valeurs. Après les événements de ce week-end, 2h du matin, j'avais du mal à dormir et j'ai revu cette vidéo et elle m'a fait tellement de bien. D'un seul coup, ça m'a redonné comme une vague de bonheur et de sourire et de mots qui font du bien. Et je me suis dit, mais si moi, ça m'a fait du bien, alors je pense qu'il y a d'autres gens à qui ça peut faire du bien aujourd'hui. Nous retournons dans le 11e arrondissement, à 2 pas de Belleville. Un quartier où là aussi se mêlent toutes les religions, toutes les origines. La maire de Paris, Anne Hidalgo, vient se recueillir là où 5 personnes ont perdu la vie, rue de la Fontaine-au-Roi. Elle vient aussi écouter ses habitants, comme ce vieil homme. Oui, mais là, ici, nous, tous les matins, on venait avec des copains prendre le café. Vous êtes allé en mairie du 11e, on a une cellule psychologique aussi. Non, mais bon, non. À l'oreille, il lui dit hésiter retourner en Israël. Ça, vous savez, on est tous ensemble ici. D'accord, hein? Okay. Et puis vous êtes d'ici, voilà. Merci. On est tous d'ici, on est tous parisiens. Tu peux mettre un peu les infos pendant... Se constitue partie civile. Pendant ce temps-là, Abdelhamid Abaoud gravit, semble-t-il, les échelons. Être forte, ou au moins en avoir l'air. Anne Hidalgo traverse avec sa ville une crise sans précédent. Sa présence à Saint-Denis est avérée. Comment a-t-il pu... C'est vrai qu'on dort pas beaucoup, qu'on ne trouve pas le sommeil non plus, hein, sauf quand ça m'est arrivé de tomber d'épuisement et donc là de dormir. Il y a 1000 images, 1000 choses qui nous traversent l'esprit, des idées aussi de ce qu'il faut faire. On peut être maladroit, on peut se tromper des fois, hein, et ça m'arrive aussi bien sûr. Mais dans des circonstances comme celle-là, on n'a pas vraiment le droit de se tromper. La maire de Paris se rend maintenant au centre opérationnel du SAMU dans le 15e arrondissement. Le centre névralgique des opérations de secours. C'est ici qu'ont été coordonnés les transferts de blessés, l'envoi de secouristes, sous l'autorité du médecin-chef Pierre Carly, dès que le plan blanc a été enclenché par Martin Hirsch. Vous montez avec moi la régulation ? Avec plaisir. Ouais. Bon, et vous allez rencontrer les personnels au fur et à mesure. Écoutez, on va se faire un petit peu. Un bâtiment tout en hauteur, sorte de tour de contrôle médical, où chaque décision engage une vie humaine. Par un hasard exceptionnel, ces médecins aiguilleurs s'étaient justement entraînés sur une simulation d'attaques terroristes multiples et simultanées le matin même des attentats. Parmi eux, un homme qui a cru revivre un cauchemar. L'urgentiste Patrick Pelou, l'un des anciens membres de Charlie Hebdo. L'urgence t'arrive. Attends 2 secondes. Ouais. Voilà. Merci. Patrick, tu dis à Hervé qu'il est attendu aux urgences Cochin. J'ai le numéro de téléphone. Vous vous êtes senti au cœur de l'événement. Moi, je me suis senti comme un ouvrier spécialisé. J'ai fait mon job et puis c'est tout, quoi. C'est tout. J'ai fait mon travail. À aucun moment ça vous avez bloqué, vous avez revécu. J'ai bloqué à la minute de silence en fait. Aujourd'hui. C'est là où je me suis dit waouh. Putain.
C'est vraiment la guerre, quoi. Puis là, en plus de ça, j'ai encore perdu des gens. Je connaissais toutes les équipes du Bataclan. J'ai une amie qui a été mitraillée sur une terrasse. Ça fait encore des gens qui partent, quoi. Ça devient un peu une habitude maintenant. C'est bizarre, hein, cette époque. Charlie, c'était vraiment une attaque à la liberté d'expression. Cette fois-ci, c'est une attaque au vivre parisien, aux sorties, aux loisirs. Ne cherchez pas des raisons à ces ordures. Il y a une raison fondamentale, c'est de détruire ce que nous sommes, ce que vous êtes, ce qui nous regarde, c'est la France. Alors vous savez vous avez dit qu'on avait des médecins militaires. Paris est toujours en état d'urgence. Mais la capitale continue à vivre. Ce soir, une pièce comique va se jouer au Théâtre Antoine, sous très haute surveillance. Jean-Marc Dumontet, le patron, est présent exceptionnellement. Il veut rassurer ses équipes. Ah, ben je vous cherchais. On a bien briefé les ouvreuses. Les ouvreuses, les garçons, le nouveau personnel à l'entrée, tout le monde est briefé. Tout le monde est nerveux, c'est normal que les gens aient peur. Maintenant, nous, on ne doit pas en rajouter. On doit exporter beaucoup de sérénité et puis essayer d'importer tout le stress des gens. Mais au bout d'un moment, il faut enclencher, on ne va pas s'arrêter de vivre. C'est aussi bête que ça, on ne va pas s'arrêter de vivre. Jean-Marc Dumontet dirige le Théâtre Antoine depuis 4 ans. Ce lieu emblématique de Paris a accueilli les plus grands comme Cocteau, Sartre ou Camus. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, c'est bien. La salle est restée fermée samedi. 2 jours après les attaques, Jean-Marc Dumontet a tenu à rouvrir les portes au public. Sa façon à lui de répondre à la barbarie. Il faut jouer parce que la liberté, il faut en user et en abuser. Voilà. Et un lieu de théâtre, c'est un lieu de liberté. Voilà. Donc, en tant que représentant de la société civile, parce que moi je suis un représentant de la société civile, je dois exprimer cette liberté. Je suis redevable à notre pays d'utiliser cette liberté. Donc je l'use et j'en abuse. C'est la meilleure façon qu'elle soit encore plus belle. Voilà, donc c'était une démarche. Si vous voulez, c'est pas pour montrer qu'ils n'auraient pas gagné, parce qu'ils ne peuvent pas gagner. Ils sont 10 000 peut-être. Nous, on est 67 millions, donc on a gagné. Enfin, les gars, n'y comptez même pas, vous gagnerez jamais. On aime la vie. Ils n'aiment pas la vie. Ce mardi soir, 500 spectateurs sont attendus au Théâtre Antoine. À l'entrée, les fouilles sont systématiques. Ce jour-là, 50 personnes ont annulé leur réservation à la dernière minute. On est des Français, on va au théâtre, c'est notre vie. Le public est venu rire. Sur les planches, les acteurs Daniel Russo et Pierre Arditi, dans une comédie qui s'attaque aux clichés. À propos des Juifs et du pognon. Un moment suspendu. Ça nous fait un point commun. Joyeux. À part que moi, le pognon, même pas. Après l'horreur des attentats. C'est les envahisseurs. Là, le dirlo. Oui, très bien. Pour Pierre Arditi, jouer, monter sur scène est désormais un acte militant. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut plus regarder ça les bras ballants, parce que on est en train de s'attaquer à ce qui fait notre propre identité. Et ce qu'il y a de plus précieux, c'est la seule chose qui nous restera quand on nous aura tout pris le reste, c'est-à-dire la culture et ce que nous sommes. C'est ça qu'on essaie d'assassiner. Donc il y a 2 écoles, soit on se laisse assassiner, soit on résiste. Ma manière de résister à moi, c'est de mettre la tête droite et de rentrer en scène. Jean-Marc Dumontet part à l'autre bout de Paris, encourager un autre artiste qui se produit au théâtre. Il y a du monde dehors. Sur le trajet, il va apprendre une nouvelle bouleversante. Quel âge il avait? Il avait 16 ans en 2007, quoi. Enfin, il a l'âge de Thomas. Un jeune acteur qu'il connaît a rejoint le groupe État islamique. On a peut-être un ancien comédien qui a joué dans le spectacle Ado, qui aurait été faire son djihad, qui aurait rejoint l'État islamique et qui viendrait d'être arrêté. Donc ça nous plonge dans la stupéfaction parce que c'est quelqu'un que mes équipes ont côtoyé, que des comédiens dont je suis très proche ont également fréquenté. Et tout à coup, on se rend compte que cette personne a pris une voie qui est tellement folle, tellement improbable.
ce matin, place Beauvau. Anne Hidalgo, son directeur de cabinet, sont attendus par le premier policier de France. François Hollande et Manuel Valls avaient annoncé dès le week-end dernier leur volonté de prolonger l'état d'urgence pour 3 mois. Concrètement, le ministre de l'Intérieur veut leur faire part de ce que cela implique pour Paris. On a du mal à dormir, quoi, tout ça. Enfin, je sais pas, on tombe de sommeil et... On est assez en forme à la fin. On ne sait pas combien de temps ça dure, mais... Non, mais... c'est vrai. Il y a quelque chose qui prend le dessus, là. Bon, donc, nous évoquons le sujet sécurité. On a travaillé beaucoup hier et avant-hier, et on a un dispositif global assez complet à vous présenter, qui concernera Paris, mais aussi la cité Grande Couronne, compte tenu du contexte, qui mobilisera la totalité de la ressource dont nous disposons, ainsi que les militaires. Et je propose de ne pas le présenter devant vous, si vous êtes d'accord, parce que son efficacité dépend de votre absence. Donc, ça m'a fait très plaisir de vous voir. La guerre sur tous les fronts, à Paris, mais aussi à quelques milliers de kilomètres. Ici, dans ces montagnes entre la Syrie et l'Irak, l'horizon, c'est retrouver la paix. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de la Syrie, côté irakien. Il y a quelques jours encore, cette zone était contrôlée par le groupe État islamique. La ville de Sinjar est désormais libre, reprise par les combattants kurdes, le jour même des attentats dans la capitale française. Mais la ville n'est plus qu'un champ de ruines. Et si les Kurdes ont pu reprendre Sinjar, après 15 mois d'occupation par l'organisation État islamique, c'est parce qu'ils ont reçu une aide venue du ciel. Ça, c'est un bâtiment qui a été touché depuis un avion. Ici aussi, cet endroit a été lourdement bombardé. Noro Zalo n'est pas un militaire, c'est un volontaire qui a rejoint les Peshmerga, les combattants kurdes, pour l'offensive. Lors de leur avancée, ils ont relevé les coordonnées GPS de toutes les positions occupées par le groupe État islamique. Elles sont ensuite transmises à un coordinateur, seul habilité à contacter les forces de la coalition, dont la France. C'est sûr, si nous n'avions pas l'aide de la coalition, on ne pourrait pas battre Daesh. Ils ont des armes beaucoup trop puissantes et très nombreuses. À la sortie de la ville, d'immenses silos à grains servaient de miradors pour les terroristes. L'aviation a détruit précisément l'endroit où se trouvaient les armes. Ils avaient une mitrailleuse lourde, calibre 20 mm, en haut du silo. Chaque fois, ils nous allumaient et je pense que ce sont des avions français qui sont venus détruire cette position. Au sol, des combattants kurdes ont filmé les frappes. Elles allaient ouvrir la voie à la libération de la ville. Nous sommes très contents de l'aide française. Et nous n'allons jamais oublier cette aide de toute notre vie. La France est notre allié stratégique et si un jour nous pouvons aider les Français, nous le ferons. Vous ne verrez pourtant pas un seul soldat français ici sur le front. Seul le bruit de leurs avions dévoile leur présence. Mais ce matin, une autre menace plane sur Sinjar. Dans leur retraite, les terroristes ont piégé la ville. Ici encore, ce sont des démineurs Peshmerga en première ligne. Mais nous le découvrons, leurs anges gardiens sont français. Cela fait 10 jours que nous avons terminé l'entraînement. Il a duré 21 jours en tout, dans une ville pas très loin. C'est une équipe de militaires français qui nous a entraînés. Pour preuve, Hassan nous montre la photo de son diplôme. Drapeau tricolore en haut à gauche,
Il date du 9 novembre dernier. Des formateurs militaires français seraient donc bel et bien sur le terrain en Irak. Je vous en prie, ne touchez à rien. Ne marchez qu'au milieu du chemin. L'équipe vient d'être appelée pour une nouvelle intervention. Ça, c'est une bombe. Et elle est prête à exploser. Regardez, elle est reliée aux maisons, à 4 maisons. Et ceci, regardez. 1, 2, 3. N'y allez pas, n'y allez pas. Si vous marchez dessus, cette bombe, elle explose. Vous comprenez? L'équipe de Français m'a appris que tant que je ne suis pas certain du câble, je dois dénuder. Comme ça, pour comprendre le truc de l'ennemi. Et là, en faisant ça, j'ai vu que c'était un piège. Si j'avais coupé le câble, aucun de nous n'aurait survécu. Mais les Français nous avaient prévenus du danger. Hassan a décidé de déclencher l'explosion. À 4 heures de route, voilà le centre de formation des démineurs. Ici, on étudie tout ce que le groupe État islamique utilise. Des bombes artisanales comme celle-ci, mais aussi des mines, des mortiers ou des roquettes, souvent récupérées dans les stocks de l'armée irakienne. De l'arsenal de Daesh. Ça, c'est une de leurs fabrications locales. C'est une bombe incendiaire. C'est une bouteille de gaz qu'ils mettent dans de grands canons et qu'ils envoient sur nos peshmergas. Et dans cette galerie d'engins de mort, les ceintures d'explosifs des kamikazes. Voilà, je vais vous montrer les dernières versions que fait Daesh. Selon lui, c'est ce modèle qui aurait été utilisé à Paris lors des attaques du 13 novembre. Tout est cousu de manière pratiquement invisible. C'est rempli d'éclats pour couper et tuer, et il y a 2 systèmes de mise à feu différents. Après, je ne peux pas vous en dire plus, car ce sont des informations qui ne doivent pas être diffusées. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les instructeurs français étaient très intéressés quand ils les ont vus, et qu'ils sont repartis avec plusieurs exemplaires. Les militaires français viennent aussi collecter ici du renseignement auprès de ces combattants sur ces armes qui sèment la mort. Il est des soirs où mieux vaut regarder le ciel. Des soirs où plane la tentation de tout repeindre en noir. Eux ont fait le choix inverse. Aux fusils mitrailleurs, ils opposent leurs bombes de peinture pour inscrire l'espoir. Comme un étendard, un appel à résister. Sur tout un flanc d'immeuble, 120 mètres carrés d'un Fluktuat Nek Mergitour. Battu par les flots, mais jamais ne sombre. C'est depuis 150 ans la devise de Paris, inscrite sous un bateau, l'emblème de la ville. J'aime bien parce que ça veut dire il flotte mais ne coule pas. C'est la devise parisienne donc c'est cool. C'est bien de l'écrire en grand comme ça. Ça prouve qu'on va pas se laisser faire. La France, on va toujours se relever quoi. Donc il y a ce sens-là dans cette phrase quoi. Quelques heures plus tôt, dans l'est de la capitale. Placarder cette devise, en faire un étendard géant, c'est Marc-Aurèle Verchion, l'homme derrière la voiture, qui en a eu l'idée. En l'avançant un peu, non, tu peux pas? Non, je vais trop serré. À 45 ans, il est réalisateur. Mais depuis l'adolescence, il partage avec ses amis la passion du graphe. Tous sont parisiens. T'as vu, ils ont fait 150 perquis cette nuit. Ah ouais? Le mur, ils l'ont repéré dès le lendemain des attaques. Une urgence d'agir, de faire naître l'espoir au cœur du chaos. C'est pas anodin, on a choisi de peindre le long du canal Saint-Martin parce qu'à 2 mètres, j'exagère, mais il y a le petit Cambodge et il y a le Carillon, quoi. Il suffit de remonter une rue, quoi. Très vite, 3,
5-10 graffeurs du collectif de Marc Aurèle viennent prêter main forte. Un élan spontané et citoyen, hommage improvisé. Ce qui nous prend au trip, c'est l'événement en lui-même, quoi, tu vois. C'est les gens qui sont morts, c'est les familles qui sont dans le désarroi, c'est les gens qui sont encore à l'hôpital, des gens qui vont être sans doute handicapés toute leur vie. Voilà, c'est ça qui fait mal au trip. Créer, c'est résister. Et ben, on fait de la résistance à notre façon. Voilà, on résiste. Voilà. Tu vois, il y a plein de gens là qui regardent, ça leur fait du bien. Voilà, comme ça, tous les gens qui passent, ça leur fait un petit battement de cœur en plus, quoi. Peindre, créer, être ensemble, leur manière de se relever. Habitués à raser les murs autant qu'ils les taguent, pour une fois, les graffeurs œuvrent au grand jour, sous le regard approbateur de la sécurité de Paris. Sur un graffiti comme ça, quand les artistes n'ont pas l'autorisation, il se passe quoi? Bah nous, on doit faire cesser l'infraction, si c'en est une. Et là, non, mais non. C'est un vrai message et j'aimerais que les gens essaient de rester, de rester debout, quoi. Parce que je sens que les gens, ils sont là, ils sont présents, avec toute la volonté, mais que c'est assez fébrile quand même, quoi. Il faudra sans doute longtemps encore avant que la ville lumière soit moins sombre. Avec sa peinture, Marc Aurèle et ses amis apportent un peu de baume au cœur à une ville qu'ils ont dans la peau. Tu vois? Et on est plein dans l'équipe à l'avoir, ce tatouage. Parce qu'on est des parts égaux, des vrais titis. Paris vaut bien une fresque. De part et d'autre de la sienne, Marc Aurèle a ajouté une branche de laurier et une de chêne, les symboles de la victoire et de la longévité. Voilà le document que nous voulions vous proposer ce soir sur cette semaine pour le moins chaotique et difficile que vient de vivre la France. Toutes nos équipes se sont mobilisées pour réaliser ce reportage. On vous retrouve tout à l'heure. Tout de suite, direction place de la Bastille avec vous, Nicolas Poincaré. Et oui, on se retrouve ici à la terrasse du Café La Bastille, pas très loin du Bataclan. Et nous sommes avec vous, Amaury de Hautecloque, bonsoir. Bonsoir, monsieur Poincaré. Vous avez dirigé le RAID pendant 6 ans. Vous allez nous raconter ces 2 incroyables opérations qui ont été menées cette semaine par votre ancienne unité. Mais d'abord, ce reportage qu'on regarde ensemble, si vous le voulez bien. Les attentats de vendredi ont donc été commandités en Syrie, préparés en Belgique, exécutés majoritairement par des Français et bien sûr revendiqués par Daesh. Daesh qui est désormais désigné comme notre ennemi dans ce que François Hollande appelle une guerre. On va essayer de décrypter la stratégie de l'organisation terroriste. Pourquoi la France est une de leurs premières cibles, comment ils cherchent à nous frapper, mais aussi et surtout à nous déstabiliser. Tout cela, ils l'ont théorisé et écrit depuis plusieurs années. La stratégie du chaos, c'est une enquête de Tristan Wallex, Olivier Broutin et toute l'équipe de complément d'enquête. Sur les pavés désertés de Notre-Dame, l'écho des sirènes de police. Il n'y a pas grosse affluence, hein. Pas grand monde. Gendarmes, policiers, soldats. Paris a de faux airs de ville en état de siège. 3000 hommes en renfort, l'arme bien en évidence. Il y a un binocle qui se met du côté gauche et puis nous on va aller du côté droit. Depuis une semaine, la France vit sous un régime d'exception. L'état d'urgence. Du bleu partout pour rassurer la capitale. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un kamikaze avec une ceinture explosive? C'est le neutraliser, tout simplement. Le neutraliser. Tirer dessus avant qu'il explose? Tout à fait. Faut le repérer? Au mieux. Il faut le repérer, c'est ça. La plupart du temps, c'est ça qui est le plus difficile. Et étant donné que là, nous sommes présents sur le site, bon, après, on peut présager de rien, mais bon, ils peuvent également s'en prendre directement à nous. Vous sentez mieux depuis qu'ils sont là? Dire mieux, non. Ça n'empêchera pas un danger, de toute façon, mais bon, ils surveillent. Près de la gare de Lyon, les patrouilles ne sortent plus sans leurs armes de guerre. Nous utilisons le HKMP5. C'est un pistolet mitrailleur
sur des points fixes, notamment les gares ou les grands espaces. Ça nous donne une puissance de feu supplémentaire pour faire face à l'armement qui est utilisé par les terroristes. À la sortie des bureaux, beaucoup de éviter le métro. Colis suspects à répétition. Depuis vendredi soir, pas un jour sans que le trafic ne soit perturbé. Les contrôles se multiplient, partout, tout le temps. Allez, vous posez par terre, voilà. Toutes les fouilles sont autorisées par l'état d'urgence. Vous lui redonner sa veste. Vous attendez, on est en train d'effectuer un contrôle. Donc vous restez calme. Vous posez au sol et vous l'ouvrez. Depuis cette nuit de terreur, le visage de la France a changé. Ce qui s'est produit hier, c'est un acte de guerre. La France sera impitoyable à l'égard des barbares de Daesh. Un discours martial qui n'empêche pas une certaine psychose. Les Parisiens se rassemblent spontanément pour afficher leur courage, place de la République. Mais il suffit d'une étincelle pour semer la panique. C'était dimanche dernier. Le bruit d'une simple ampoule éclatée a créé l'affolement. L'onde de choc des attentats du 13 novembre va-t-elle se propager encore longtemps? Terrasses de café délaissées, peur des transports en commun, fausses alertes à la bombe, les symptômes d'un pays angoissé et qui se crispe. Une boucherie halal taguée près de Pau, tout comme la salle de prière de la ville. Sur le fronton de la mairie d'Évreux, un appel à saigner les traîtres. Un jeune maghrébin tabassé en Bretagne. Les identitaires et leurs discours haineux profitent du choc pour donner de la voix. Provoquer la division, faire vaciller un pays, c'est l'autre objectif des attaques de vendredi dernier. Derrière les jeunes kamikazes, des théoriciens, les penseurs de Daesh. Il y a plus de 10 ans, ils ont imaginé, planifié une stratégie à double détente. D'abord tuer, puis déstabiliser la société. Le scénario idéal pour eux, c'est une surréaction. Voilà, c'est qu'on fasse n'importe quoi. Et qu'on perde la tête. Et qu'on aille sur, alors voilà, justement, on réouvre l'île du diable, on déporte en masse les gens, enfin, dans du grand n'importe quoi. Ce qu'ils souhaitent, c'est qu'il y ait un conflit qui naisse entre la population musulmane et les autres membres de la communauté française. C'est ça aussi l'objectif, c'est de déstructurer notre société. En tentant d'exporter la guerre civile et la psychose hors de Syrie et d'Irak, le groupe État islamique tente un piège à son adversaire numéro 1, la France. Comment se protéger et combattre cet ennemi rusé sans rentrer dans son jeu? La méthode Daesh est bien plus sophistiquée qu'il n'y paraît. Vendredi dernier, en choisissant le Stade de France, le groupe terroriste s'en prend à un symbole. Daesh s'apprête à dérouler sa stratégie sur le sol français. Un plan millimétré. Il est 20h55. Dans les tribunes, près de 80 000 spectateurs. Parmi eux, le président de la République, venu assister au match France-Allemagne. À l'extérieur, tout paraît normal. Mais 2 hommes rôdent côté est du stade. À 21h16, près de la porte D, une explosion retentit. Saluée par la foule, la déflagration est entendue jusque sur la pelouse. Explosion d'une bombe. Il n'y a même pas 2 minutes. Il n'y a même pas 1 minute là. Explosion. À Evans. Dans la rue, c'est l'affolement. Les premiers sur place sont les patrouilles équestres de la garde républicaine. Des gendarmes qui n'avaient jamais été confrontés à un attentat à l'explosif. On ne connaît pas ce bruit de n'importe où, on n'entend jamais un tel bruit. C'était beaucoup trop puissant pour être une explosion de gaz. Il y a vraiment une résonance particulière.
associés aux éclats de verre et d'objets divers. Les gendarmes découvrent 2 corps déchiquetés et des blessés, criblés d'éclats de verre et de métal. Nous, on n'a jamais vu ça. C'est pas un accident, c'est des choses faites volontairement. Et c'est d'une barbarie incroyable. Un terroriste équipé d'une ceinture explosive pour se faire sauter en pleine rue. Une première en France. Le procédé a déjà été utilisé à l'étranger par des kamikazes de Daesh, comme le mois dernier, lors de pour la paix en Turquie. Le dispositif peut sembler artisanal. Il nécessite pourtant une logistique élaborée. Pour faire une ceinture d'explosifs, il faut avoir du tissu qu'on va coudre, on va mettre des poches, et dans ces poches, on va introduire cette poudre qui est le TATP. On va faire passer des fils et puis des systèmes de mise à feu, des détonateurs. Mais pour que ça fasse de dégâts, qu'est-ce qu'on y rajoute? On va rajouter des clous, on va rajouter des écrous, on va rajouter des boulons, de telle sorte qu'ils deviennent des projectiles et qu'ils fassent encore plus de dégâts. Ça demande quand même des connaissances techniques. Ça demande des connaissances techniques pour fabriquer l'explosif. En Turquie comme au Stade de France, Daesh a prévu plusieurs explosions successives. Porte H, 3 minutes après la première déflagration, un deuxième kamikaze enclenche son détonateur. Courez, barrez-vous, il y a des attentats, barrez-vous, Là encore, une ceinture d'explosifs et des écrous projetés à plusieurs dizaines de mètres à la ronde sur des civils. Je traversais et directement, boum, ça a explosé devant moi. Donc tout est parti en éclats, j'ai ressenti les projectiles et tout. Je suis tombé, je me suis relevé. Donc voilà, ça c'est le portable qui a pris le coup, mais c'est ce qui m'a sauvé. Sinon ma tête, ça partait en éclats, quoi. L'État islamique a positionné un 3e complice. Près de la sortie du stade, sur le chemin de l'évacuation, une autre bombe vivante est prête à exploser. Un plan d'attaque à 3 kamikazes dans un but bien précis. En tant qu'ancien commissaire au service de protection des hautes personnalités, Eric Stemlen a appris à anticiper les stratégies des terroristes. Le plan, c'était de rentrer à l'intérieur par 2 portes différentes qui sont pas très loin l'une de l'autre, hein, la DLH, je crois, hein, c'est ça. Donc ils sont pas très loin, de façon à créer un mouvement de panique à l'intérieur, que les gens sortent, on évacue le stade, puisqu'il y a des morts, hypothèse, hein, il y a des morts à l'intérieur. Donc tout le monde voit qu'il y a un attentat, on évacue le stade, il y a un mouvement de panique qui se crée, et ensuite on fait sauter la 3e bombe à l'extérieur quand on arrive au RER. Là. Ça vous surprend ce nouveau mode opératoire? Non, c'est pas surprenant, puisque ça existe en Syrie, en Irak, au Nigeria, avec Boko Haram. Mais vendredi dernier, le plan ne semble pas s'être déroulé comme prévu. Premier grain de sable, lors des contrôles à l'entrée des tribunes. De façon anonyme, l'un des responsables de la sécurité du Stade de France affirme que les kamikazes auraient bel et bien cherché à accéder aux gradins. Il est certain maintenant une ou 2 personnes ont été refoulées, non pas aux palpations comme il se dit, ça c'est complètement absurde, mais à la billetterie. Le chef d'équipe, lui dit que la photo qui est diffusée actuellement, il a vu cette personne-là. Il se serait présenté à sa porte. Avec un billet? Se serait présenté avec un billet, mais qu'il n'a pas insisté. Deuxième imprévu, pour les terroristes, la réaction des autorités. Dans la tribune présidentielle, tous les officiels ont entendu les 2 explosions. Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, était assis aux côtés de François Hollande. Je vois partir le président de la République qui a été alerté par son service de sécurité. Et donc, il va rejoindre le PC sécurité. Moi, j'ai mon officier de sécurité qui vient me donner des renseignements qu'elle a pu obtenir, que ce n'est pas de bouteilles de gaz, mais que ça a l'air d'être plus grave, que ce sont des attaques. Le président prend alors une décision stratégique. Ne pas arrêter le match. Il m'a simplement dit, reste en tribune, faisons comme si de rien n'était. Ça reste... Dans le stade, rien ne filtre. Même le commentateur télé, Lissa Razou, est tenu dans l'ignorance. On avait les moyens d'enfoncer le clou avec ce
ce magnifique coup de casque. On peut parler de coup de casque là de... Vous n'étiez pas au courant avant? Non, on n'était pas au courant avant parce qu'on est dans le match, on a les oreillettes. On l'a appris après, ils n'ont pas voulu nous donner l'information parce qu'il fallait commenter le match jusqu'au bout pour des raisons de sécurité. Il y avait un peu plus d'agitation derrière, ça on le sentait, mais c'était pas clair et puis on n'avait surtout pas d'informations précises. Donc voilà, et comme il se passait rien dans le stade, c'est un peu l'effet mouton, hein. Il se passe rien dans le stade, bon, on se dit qu'il n'y a rien de particulier. Si vous arrêtez le match et que vous expliquez qu'il faut vite quitter l'enceinte, ça aurait été peut-être extrêmement grave. Regardez ce qui s'est passé à la Mecque quand il y a des mouvements de foule avec plus de 80 000 personnes. Je crois que tout le monde reconnaît aujourd'hui que c'était vraiment la bonne et la sage décision afin d'éviter une peur panique. Pas d'évacuation. Au Stade de France, le pire a été évité. À la mi-temps, le 3e kamikaze a fini par déclencher sa ceinture d'explosifs. Dans une impasse déserte, il n'a fait qu'une victime, lui-même. Mais au moment où les supporters rentrent chez eux, la seconde partie de l'opération de Daesh est déjà en cours. À 10 km du stade, dans Paris, d'autres commandos sont à l'œuvre. C'est un carnage, le résultat d'une attaque, cette fois minutieusement exécutée. Une opération militaire, une frappe. D'après Michel Goya, expert militaire, ancien colonel de la marine, les attaques de vendredi dernier ne sont ni plus ni moins qu'une riposte de l'État islamique, bombardé sur ses terres par la France. Contre l'État islamique, on est en guerre depuis 1 an. C'est nous qui avons déclaré la guerre. Hein. Puis dans la guerre, forcément, l'ennemi, de temps en temps, il attaque aussi. Hein. Il ne se contente pas de subir des frappes et des bombardements. C'est tout à fait logique, il attaque aussi. Selon cet ancien haut gradé, la France a oublié qu'elle était en guerre. Elle aurait sous-estimé son adversaire. Quand on a un ennemi, le minimum, c'est quand même de s'intéresser à lui, de voir quel est son projet. Se contenter de traiter ces gens-là de psychopathes, c'est les réduire en réalité. Et derrière tout ça, il y a un projet politique, il y a une idéologie précise. Tout ça a été théorisé, on connaît cette vision qu'a l'État islamique de l'Europe. L'Europe, c'est un ventre mou, où il y a des possibilités de scission à l'intérieur de ces sociétés européennes, et particulièrement la française. Et donc il faut appuyer sur ces scissions et essayer de les provoquer. L'un des pères fondateurs de cette théorie du chaos, Abou Moussab al-Souri, dit le Syrien, un ancien lieutenant de Ben Laden, devenu dissident d'Al-Qaïda. Le grand reporter Didier François est l'un des rares à connaître son rôle central. Et pour cause, il a été otage 1 an de l'État islamique. Il se souvient qu'Al-Souri était l'idole de ses ravisseurs. Quand on discutait par exemple avec mes geôliers en Syrie, c'est un des penseurs. C'est vraiment un cadre important. Al-Souri a même écrit un manuel du djihadiste intitulé « Appel à la résistance islamique mondiale ». Une sorte de Mein Kampf, version Daesh. Cet ouvrage-là, 1600 pages, donc écrit sur 2 ans, publié en 2004, c'est vraiment l'ouvrage théorique qui permet de concevoir l'organisation. On voit bien, il est vraiment organisé par chapitre, c'est vraiment fait pour ça, qui est conçu pour organiser les groupes, les cellules djihadistes de manière décentralisée. À la page 1408, on peut ainsi lire « Nous devons former de petites cellules secrètes de provocation, constituées de personnes hautement qualifiées, politiquement et intellectuellement, avec une très bonne connaissance des médias. » C'est le manuel qui permet d'attirer les jeunes djihadistes occidentaux pour les renvoyer frapper chez eux. L'idée de base, c'est on fait des petites cellules, on recrute des jeunes qui sont radicalisés, on les radicalise, on les arme idéologiquement, et puis petit à petit on les actionne en leur disant écoutez, le djihad c'est vous qui le faites, trouvez des actions, trouvez les failles dans vos sociétés, tapez là où ça fait mal, essayez de diviser. Page 1422, Al-Souri prophétise dès 2004 une gradation des attaques. D'abord, des attentats modestes par des loups solitaires, puis des tueries de masse coordonnées. Exactement ce qui s'est produit en France. Le but est de terroriser et de faire tomber les gouvernements en commettant des massacres collectifs. Pour cela, nous devons cibler les rassemblements humains pour faire le plus grand nombre de victimes.
C'est facile. Il faut cibler les stades lorsqu'ils sont pleins, les manifestations culturelles et les concerts. Terrifier les ennemis est une obligation religieuse. Mohamed Chirani, ancien délégué du préfet pour les quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis, nous détaille la perversité de la méthode al-Souri. Daesh aurait tout intérêt à instaurer une peur de l'islam et un rejet des musulmans. Le piège de Daesh, c'est que les musulmans, dans leur majorité, 6 millions de France, soient désignés comme coupables, qu'il y ait un pouvoir réactionnaire, l'état d'exception, action, réaction, provocation, contre-provocation et un enclenchement d'un processus de guerre civile. C'est l'objectif de Daesh. Créer un climat anxiogène, fracturer la société, Daesh semble particulièrement doué pour actionner son piège et exploiter nos peurs. C'est ce que montre un petit détail venu alimenter la psychose. Un passeport syrien retrouvé intact vendredi dernier, près du cadavre d'un kamikaze au Stade de France. Rendez-vous avec le député maire de Roanne, dans le métro parisien. En septembre, Yves Niccolin dénonçait déjà la menace que représentent, selon lui, les réfugiés musulmans venus de Syrie. Depuis les attentats, plus que jamais, il martèle son message. On ne peut pas continuer à accueillir des gens qui fuient certes la guerre de Syrie ou d'Irak sans avoir la moindre précaution à prendre. Donc les migrants dont on parlait il y a un mois, il faut que nous soyons quand même très vigilants sur les migrants que nous accueillons sur notre territoire. Après, il est évident que ce ne sont pas forcément d'eux que viendra le problème. On a d'ores et déjà des Français qui sont identifiés comme tels qui ont participé aux attentats. Vous comprenez que ce discours il peut un peu choquer? Mais est-ce qu'on comprend aujourd'hui qu'on aura près de 200 morts et qu'on en aura peut-être davantage encore? Moi, je préfère avoir un discours qui choque mais qui fasse prendre conscience aux gens qu'il faut faire très attention, plutôt que d'être dans le béni oui-oui et dans le cœur ouvert largement sans prendre aucune précaution. Yves Niccolin et son discours alarmiste ont reçu il y a quelques jours un joli coup de pouce venu de Serbie. À Belgrade, voici la rédaction d'un très sérieux journal, Blik, le quotidien le plus lu du pays. 2 jours après les attentats, Milana Pedzic a sorti un scoop. La journaliste est la première à avoir levé le voile sur un vrai faux migrant envoyé par Daesh. Blik était le premier média au monde à avoir montré le visage de l'un des terroristes qui s'est fait exploser près du Stade de France. Voilà l'article. C'est l'un des tueurs. Il a traversé la Grèce, la Serbie, la Croatie, de Croatie en Autriche, avant d'aller tuer à Paris. Pour envoyer son terroriste au combat, l'État islamique a choisi une route accessible à tous, mais pas la plus rapide, ni la plus discrète. Sur le chemin des Balkans, le kamikaze a laissé derrière lui de nombreuses traces. En entrant en Europe, 1 mois avant les attentats, il se laisse prendre en photo, une photo qui correspond à celle du mystérieux passeport syrien, retrouvé en France. Vous êtes certaine que c'est le même homme sur les 2 photos ? On a demandé à notre laboratoire photo de vérifier que les 2 images correspondaient en les superposant pour voir les similarités. Mêmes oreilles, même tête, même cheveux. Pour nous, il n'y a aucun doute. Il s'agit bien de la même personne. On pense que le passeport et le nom sont faux, mais la photo est vraie. Sur la route, le soldat de Daesh a aussi laissé ses empreintes à au moins 2 reprises. Il l'a fait notamment à Preševo, en Serbie, une des dernières frontières avant l'espace Schengen. Preševo, 13 000 habitants et autant de réfugiés qui traversent la ville chaque jour. Le terroriste a fait la queue ici pour gagner l'Europe au milieu des réfugiés. Des Afghans, des Iraniens et bien sûr, de nombreux Syriens. Parmi eux aujourd'hui, Fadi, un étudiant de Homs qui a fui les bombes. Là, on vise la Croatie et après on va continuer, passer par l'Autriche pour atteindre l'Allemagne. Je crois qu'on va devoir montrer nos passeports et ils vont aussi prendre nos empreintes.
Voici le genre de contrôle auquel le terroriste a dû se soumettre en Serbie. Une fouille pour vérifier l'absence d'armes, un relevé d'empreintes et une vérification sur le fichier Interpol. À condition de s'enregistrer, ici, tout le monde passe. Avant-hier, nous avons profité de la visite du Premier ministre serbe pour lui demander si ce point de transit pouvait devenir un chemin privilégié pour Daesh. Vous arrivez à faire la différence entre un réfugié et un terroriste ? Ne peut pas, mais vous pouvez. Mais qui peut? Les Français ne peuvent pas le faire non plus. Personne ne peut le faire. Vous croyez que c'est écrit sur le front des gens ou quoi? Moi, je ne crois pas. Allez. À ce jour, un seul terroriste recensé sur les 500 000 réfugiés passés cette année par Preševo. Un chiffre très faible, mais largement suffisant pour faire naître une angoisse de plus. Selon Jean-Charles Brizard, spécialiste du renseignement, ce vrai faux réfugié devenu kamikaze, cela ne peut être qu'un coup d'intox de l'État islamique. Ils n'ont absolument pas besoin des flux migratoires pour s'introduire en Europe, introduire des terroristes en Europe. Ils savent le faire autrement. Donc en réalité, tout ça a pour objectif de polluer véritablement un débat politique et de créer une confusion dans l'esprit des gens entre évidemment les migrants et les terroristes. En semant la confusion, Daesh a remporté une bataille dans cette guerre psychologique. Une victoire sur le dos des réfugiés. Il est 21h. Fadi et ses deux amis ont obtenu leur laissez-passer pour l'Europe. Heureux, mais inquiets de l'accueil qui leur sera fait. Les Syriens ne sont pas tous des terroristes. On n'est pas des terroristes. Les terroristes, ils viennent du monde entier. Et même de chez vous pour se faire exploser au nom de Daesh. Vous diriez que Daesh vous fait du tort? Évidemment. Si les attentats de Paris avaient été commis par un Libanais ou un Irakien, on ne parlerait pas autant d'eux. Nous ne sommes pas des terroristes. C'est l'heure de partir. 7 heures de quart les attendent pour rejoindre la Croatie. Objectif final, l'Allemagne. Un Eldorado pour ces réfugiés. Un pays que certains désignent comme l'une des prochaines cibles de l'organisation terroriste. Et voilà pour cette belle enquête signée Tristan Walex et Olivier Broutin. On se retrouve avec vous donc à Morée-de-Haute-Cloque. Je rappelle que vous avez dirigé le RAID pendant 6 ans. Vous étiez à la tête du RAID lors de l'assaut contre Mohamed Merah. Là, ce qu'on vient de voir un peu, c'est la stratégie de Daesh pour nous faire peur, pour nous déstabiliser. Est-ce que vous diriez que nous, à notre tour, hier matin à Saint-Denis, on leur a mis une belle claque? Ah oui, on leur a mis une belle claque. Mais tout ceci, c'est le fruit d'une préparation qui remonte à 2008. J'aime beaucoup le titre de votre reportage parce qu'il parle de la théorie du chaos. La stratégie du chaos. La stratégie du chaos, et c'est très intéressant parce que c'est exactement les enseignements qu'on a tirés des attentats de Bombay en 2008. Et en fait, qu'est-ce qu'on a pu observer à cette occasion? Vous avez un commando d'origine pakistanaise qui arrive dans Bombay et qui va multiplier les attaques dans des sites touristiques, sur des terrasses de café, dans un centre culturel juif, une salle de cinéma. Ils vont ensuite entraîner et attirer vers eux l'ensemble des forces de l'ordre qui, de façon non coordonnée, vont aller s'épuiser, se saturer, alors que l'objectif final qu'ils visaient, eux, les 2 hôtels internationaux que sont l'hôtel Oberoi et l'hôtel Taj Mahal, qui étaient quand même des cibles désignées, protégées, au moment où ils pénètrent dans les lieux, figurez-vous, M. Poincaré, qu'il n'y a plus aucune protection à ce moment-là. Alors là, on et en pendant était pas 30 là. heures, Ouais. non mais c'est important parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que les terroristes de l'État islamique, parce qu'il faut les appeler par leur nom, c'est bien un État, et c'est bien une armée auquel on a à faire face aujourd'hui, ils ne sont pas plus idiots que les autres, et ils regardent ce qui fonctionne. Et en fait, ils ont choisi un stade de foot à l'occasion d'une belle affiche internationale, pour marquer les esprits. Ils ont attaqué le 10e et le 11e arrondissement un vendredi soir, là où il y a le plus de monde, pour aller chercher une cible finale qui était la leur, qui était une salle de concert. Et ce qui est dur pour les forces d'intervention dans ces cas-là, ce qui a été difficile vendredi soir, c'est d'essayer de réserver votre force, votre capacité de riposte sur la cible qui le mérite. Songez que
Et ça, c'est grâce aux enseignements qu'on a pu tirer en 2008 avec la création de la force d'intervention de la police nationale. Qu'est-ce que c'est ça? C'est sur ordre du ministre, lorsque vous avez un événement de cette ampleur, sur un claquement de doigts, toutes les forces d'intervention de police qui passent sous le contrôle et l'autorité du chef du RAID. Donc depuis vendredi 13 au soir, les forces d'intervention, la BRI, est passée sous le contrôle du RAID pour intervenir. Et au Bataclan, ils vont se partager, la BRI intervenant au premier étage et le RAID investissant l'ensemble du rez-de-chaussée du Bataclan. Et ça permet de pouvoir mutualiser vos forces, parce que songez qu'en même temps, évidemment, lorsque vous avez ce type d'événement qui arrive, tout le monde a un témoignage important à apporter. Et il y a eu plus de 150 personnels des forces d'intervention qui ont été employés pour faire des immeubles dans le boulevard Voltaire, autour du 10e arrondissement, parce que tout le monde signalait des tireurs isolés. Et il faut tout vérifier. Et c'est là où vous voyez la limite de l'intervention, c'est que vous avez besoin de la concentration de vos forces pour apporter une riposte fatale, et c'est là où vous avez le risque de dispersion. Alors là, vous avez été confronté quand même en 5 jours à 2 opérations ultra violentes, comme le RAID n'en avait pratiquement pas connu, à part Mera peut-être, et à part Roubaix dans les années 90. J'avoue que le RAID aujourd'hui, vraisemblablement, on a beau chercher, c'est devenu l'unité d'intervention la plus aguerrie au monde. Songez à Roubaix quand même, dans les années 90, et puis ensuite, pour nous, tout commence en 2012 avec Mohamed Merah, un Français qui se lève, qui prend les armes contre les représentants des forces de l'ordre, les parachutistes. Il visait aussi des policiers. Je vous rappelle qu'il voulait finir dans un commissariat pour essayer de se suicider à cette occasion. Et l'école juive n'est qu'une cible d'opportunité pour lui. C'est parce qu'il a raté un parachutiste qu'en rentrant chez lui, il passe devant l'école aux Aratora. Donc là, ça commence. Ouais. Mais là, on a les Kouachi de français à nouveau, Koulibaly français. Donc on monte en puissance avec les Kouachi et là, on a des actions coordonnées. Mais là, à Amaury de Hautecloque, on est passé à quelque chose de bien supérieur. Là, on a un commando militairement organisé, très très coordonné. C'est quand même bien plus que tout ce qu'on avait pu connaître, non? C'est bien plus que tout ce qu'on a pu connaître. Moi, j'observe quand même, malgré tout, que ce sont toujours des Français qui prennent les armes contre nous, qui s'infiltrent. Mais cette fois-ci, c'est coordonné, c'est piloté depuis la Syrie. Ils sont partis s'entraîner, ils ont été formés pour ça, ils ont été endoctrinés en France, ils reviennent, et là par contre, ils vont faire des actions kamikazes contre nous. Ce qui est inquiétant, c'est l'évolution de la méthode vis-à-vis des forces de l'ordre. Mes camarades m'ont dit qu'ils ont reçu hier à Saint-Denis des grenades, et ça par contre, c'est extrêmement périlleux pour nous, parce que l'ensemble des moyens de protection que nous avons, les boucliers, les moyens lourds, sont faits pour tenir le choc de tirs létaux qui sont à la verticale. Mais tout le système de grenadage qui peut se passer par-dessus les moyens de protection sont extrêmement dangereux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu de mes collègues fort heureusement blessés légèrement. Ce soir, vous êtes quoi? Vous êtes fier de l'unité que vous avez dirigée? Ah, je suis sacrément fier. Sacrément fier. Et je pense que toute la France peut être fière de ses forces d'intervention et du RAID. Parce que tout ceci, ça, c'est de la préparation, c'est de l'abnégation. Du hasard, s'il y a très peu de blessés et si on n'a pas de morts et si les opérations se passent bien, c'est parce que tout au long de l'année, ils répètent leur gamme à l'infini pour que, au moment où on aura à intervenir, ce sont des êtres humains, ils ont la pression. Il y a le facteur stress qui vient s'ajouter à cela. Il y a des études qui s'accordent à dire que lorsque vous êtes sous l'effet d'un stress extrêmement puissant, vous êtes entre 60 à 70% de vos capacités. Donc il faut que tous les actes de l'assaut soient répétés, intégrés, de façon à ce que ça devienne des actes naturels et qu'au final, vous puissiez avoir cette capacité de réaction par rapport à l'inattendu, qui fait qu'une action sera réussie ou ratée. Merci beaucoup, Amaury de Hautecloque, ancien patron du RAID. La soirée commune entre envoyé spécial et complément d'enquête continue avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. Oui, Nicolas, on vous retrouve tout à l'heure. Ce soir, la plupart des hommes qui ont commis les attentats de vendredi dernier ont été identifiés. Ils sont français, belges, presque tous ont séjourné en Syrie. Le document que nous vous proposons maintenant a demandé 9 mois d'enquête. Nous avons voulu savoir comment des Français s'organisaient pour partir en Syrie et nous avons infiltré une filière de candidats au djihad. Ce document est exceptionnel et il soulève de nombreuses questions. Pour des raisons de sécurité, nous ne vous donnerons pas l'identité de l'équipe qui a réalisé ce reportage. Nous recevrons ensuite Myriam Benraad sur ce plateau. Elle est spécialiste du Moyen-Orient.